2 chiffres, une valise, et le 8 novembre suffisent à fissurer un équilibre déjà fragile au Burkina Faso, sans qu'aucun coup d'éclat ne soit nécessaire. Entre la masse muette de 5 milliards évoquée et une interpellation menée sans incident, le contraste suggère une pression organisée qui préfère la lenteur, l'accumulation et les micro-signaux aux ruptures visibles. Que signifie, pour le public, la résistance d'Ibrahim Traoré quand une méthode extérieure, patiente, teste les flux internes, les interfaces de transfert et la moindre faille institutionnelle, comme si chaque écart pouvait reconfigurer l'ensemble. La suite éclaire ce mécanisme, pas à pas. Comprendre cette affaire impose d'entrer par le risque, non par le spectaculaire. Le risque ici n'est pas l'événement isolé, mais l'érosion progressive des leviers souverains lorsqu'un dispositif extérieur, méthodique et patient apprend à exploiter des failles institutionnelles trop discrètes pour alerter immédiatement. L'enjeu est concret. Expliquer comment un État fragilisé maintient pourtant une cohérence stratégique durable. À partir d'éléments strictement disponibles, l'analyse montre comment une tentative de corruption avortée dépasse le fait divers pour révéler un enchevêtrement d'intérêts politiques, économiques et sécuritaires plus vaste qu'il n'y paraît. Cette promesse analytique repose sur une idée simple. Les pressions efficaces ne se manifestent pas toujours par des ruptures visibles, mais par l'accumulation de micro-écarts, de flux atypiques et de signaux faibles. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas traitée comme un symbole, mais comme un point de référence permettant de mesurer la sensibilité d'un système face à des influences extérieures organisées. Ce qui est en jeu dépasse une arrestation. Il s'agit de comprendre comment se teste, puis se préserve, la stabilité institutionnelle. La bascule analytique intervient avec un chiffre précis. Un écart de 17% détecté dans les flux internes, suffisamment net pour transformer une anomalie ponctuelle en hypothèse de schéma récurrent. Ce seuil, isolé par comparaison temporelle, déplace l'enquête d'une simple vérification vers une compréhension structurelle, car il suggère une accumulation de micropressions plutôt qu'un incident isolé. À partir de ce point, le contexte se resserre. Les éléments disponibles décrivent une tentative de corruption visant le cercle opérationnel associé à Ibrahim Traoré, non comme une action frontale, mais comme une démarche graduelle, fondée sur l'observation, la patience et l'exploitation des interfaces institutionnelles. Les équipes ne traitent plus des faits séparés, elles assemblent des signaux, une dérive de flux ici, un comportement inhabituel là, puis des correspondances partielles entre mouvements observés et documents saisis. Pris isolément, chaque indice reste insuffisant. Juxtaposés, ils dessinent une architecture d'ingérence méthodique. Le contexte institutionnel explique cette lecture prudente. Les mécanismes de contrôle reposent sur des seuils, des routines et des comparaisons de long terme. Tant que les variations restent dispersées, elles se fondent dans le bruit normal du système. Mais lorsque l'écart de 17% apparaît, il agit comme un révélateur. Les tableaux comparatifs replacent les données dans une chronologie étendue, montrant que la dérive pourrait résulter d'une accumulation de micro-erreurs trop ténues pour être détectées séparément. Dans ce cadre, l'ouverture d'une enquête interne n'a rien de spectaculaire. Elle s'inscrit comme une réponse logique à un faisceau d'indices désormais cohérents. Les protocoles automatisés, les modules sondus intermédiaires et les interfaces de transfert sont examinés afin de distinguer fluctuations normales et anomalies persistantes. La vigilance institutionnelle devient alors le principal rempart face à une pression extérieure organisée, cherchant moins la rupture immédiate que la reconfiguration progressive de l'équilibre interne. Le rôle du petit groupe d'officiers chargé d'observer l'individu étranger devient alors central pour comprendre les premières inflexions de l'affaire. Leur fonction n'est pas d'interpréter ni de conclure, mais d'enregistrer méthodiquement une suite de comportements jugés atypiques,
déplacements répétés entre sites civils et militaires, contacts discrets, variations d'itinéraire, sans justification administrative claire. Ce positionnement en fait un véritable personnage guide du récit, car c'est à travers leurs constats que la dynamique latente commence à prendre forme. Leur approche suit une progression rigoureuse. D'abord, ils consignent les faits bruts, sans hypothèse. Ensuite, ils croisent ces observations avec des outils classiques de contre-ingérence. Écoute autorisée, relevé de mouvement, collecte matérielle limitée. Rien, à ce stade, ne déclenche d'alerte immédiate. L'impact précoce se situe ailleurs, dans le déplacement de l'attention institutionnelle. Ce qui relevait d'une simple surveillance de routine devient progressivement un point de référence partagé entre plusieurs unités. Ce glissement produit un premier effet mesurable. Les observations ne restent plus cantonnées à un rapport isolé, mais alimentent des ponts, des points de décision pour la chaîne hiérarchique. Les échanges internes s'intensifient, non pour désigner un responsable, mais pour harmoniser la lecture des signaux et éviter les interprétations divergentes. Cette coordination précoce réduit le risque de réaction disproportionnée et maintient la cohérence du dispositif. L'impact se fait aussi sentir dans le tempo de l'action. Plutôt que d'intervenir rapidement, les équipes choisissent l'attente active. Cette posture, discrète mais déterminante, permet d'élargir le champ d'analyse sans exposer le dispositif. Le so what est clair. Une observation structurée peut transformer un incident mineur en levier de compréhension durable. Avant le basculement, la séquence paraît presque banale. Les déplacements de l'individu étranger sont consignés, les contacts notés, les horaires comparés. Rien ne justifie encore une action visible. Après le premier signal consolidé, la lecture change. Chaque mouvement est replacé dans une chaîne, chaque interaction évaluée à l'aune de ce qui précède et de ce qui pourrait suivre. Ce passage du suivi routinier à l'attention structurée marque l'activation réelle du dispositif. L'activation repose sur une logique cumulative. Les équipes remontent les enchaînements de faits, dérive progressive des flux internes, comportement inhabituel d'un visiteur circulant entre sites civils et militaires, puis corrélation partielle avec des transferts évoqués dans les documents saisis. Pris séparément, ces éléments restent ambigus. Assemblés, ils dessinent une architecture de pression méthodique. À ce stade, la présence d'Ibrahim Traoré dans l'environnement stratégique n'est pas centrale dans l'action, mais elle agit comme un repère constant, rappelant ce que la pression extérieure cherche à tester ou à contourner. Le tempo s'accélère sans devenir spectaculaire. Les unités concernées ajustent leurs méthodes, renforcent la coordination et élargissent le périmètre d'observation. Les tableaux comparatifs se multiplient. Les fluctuations normales sont isolées, les anomalies persistantes mises en évidence. Cette phase prépare le terrain du climax sans jamais l'annoncer. Le dispositif reste discret, précisément pour éviter de rompre la continuité procédurale. Le climax intervient avec la préparation de la rencontre du 8 novembre. La posture change subtilement, de l'observation passive à l'attente active. Les officiers simulent un intérêt mesuré pour les propositions du suspect, non pour conclure, mais pour tester la cohérence de ses intentions et identifier l'étendue potentielle de ses relais. Chaque échange devient une source d'informations supplémentaires. L'objectif est clair et limité. Accumuler suffisamment d'éléments matériels pour autoriser une interpellation sans confrontation. La rencontre elle-même se déroule sans incident. L'interpellation est effectuée selon les procédures standards. Aucun geste spectaculaire, aucune résistance. Pourtant, c'est à cet instant que la dynamique bascule réellement. Le centre de gravité de l'affaire se déplace. Les déplacements ne sont plus la principale source d'information. Ce sont désormais les supports saisis. Valises, enregistrements, listes de contacts deviennent les nouveaux vecteurs d'analyse. La pression extérieure, jusque-là diffuse, prend une forme plus lisible à travers les correspondances et les flux identifiés. Les répliques s'enchaînent rapidement.
Les services compétents exploitent les données, croisent les informations, identifient des numéros liés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Rien ne permet de conclure immédiatement, mais le périmètre de vérification s'élargit. L'affaire cesse d'être un épisode isolé pour devenir un mécanisme nécessitant une lecture de long terme. Dans cette phase, Ibrahim Traoré réapparaît comme un point d'ancrage analytique. Sa mention dans les documents souligne pourquoi certaines figures deviennent des cibles fonctionnelles dans des stratégies de pression graduelle. Cette succession, activation discrète, climax maîtrisé, répliques analytiques, montre comment une séquence apparemment mineure peut transformer la posture entière d'un dispositif de sécurité. Le résultat n'est pas une rupture, mais une reconfiguration durable du cadre d'analyse. L'analyse technique change de nature lorsque les équipes adoptent explicitement le cadre baseline, delta. Le principe est simple. Partir de ce qui était considéré comme stable, puis mesurer comment chaque écart, même limité, modifie progressivement l'ensemble. Cette méthode permet de distinguer une fluctuation ordinaire d'un glissement structurel. Dans le cas présent, elle sert de colonne vertébrale pour relier l'incident opérationnel à un environnement économique et sécuritaire plus large. Le premier indicateur concerne une progression de 37% des revenus issus de l'or. Ce chiffre ne décrit pas une intention politique, il signale une modification mesurable dans la distribution des flux internes. Comparé à la ligne de référence antérieure, cette hausse indique que certains circuits économiques se réorganisent. Le delta agit comme un repère. Au moment où des tentatives de pression apparaissent, des leviers financiers internes évoluent simultanément. Cette coïncidence ne prouve pas un lien direct, mais elle modifie le contexte dans lequel les institutions doivent absorber les chocs. Le deuxième indicateur porte sur une augmentation de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Placée dans une lecture baseline, delta, cette donnée traduit un recalibrage fonctionnel des capacités opérationnelles. La ligne de base correspond à un dispositif déjà existant. Le delta révèle un renforcement progressif, par extension logistique, formation ou acquisition de matériel. Cette évolution aide à comprendre pourquoi la surveillance prolongée du visiteur étranger a pu être maintenue sans rupture. Le lien est structurel. Un dispositif renforcé améliore la détection, la documentation et la mise en cohérence des anomalies. Le troisième indicateur met en évidence une baisse de 45% des aides conditionnées extérieures depuis fin 2023. Comparé à la baseline des années précédentes, cette contraction signale un rétrécissement des ressources dépendantes de mécanismes externes. Le delta éclaire une vulnérabilité potentielle. Lorsque les appuis extérieurs diminuent, la capacité à résister aux pressions repose davantage sur la cohérence interne. Dans ce cadre, la résilience institutionnelle devient un facteur central, indépendamment des intentions attribuées aux acteurs. Pris isolément, chacun de ces chiffres reste descriptif. Ensemble, ils dessinent un terrain de fond. Les deltas économiques et sécuritaires interagissent avec les anomalies observées dans les flux internes et les comportements individuels. L'intérêt du cadre quantitatif est précisément là. Il permet de superposer un micro-événement, une tentative de corruption avortée, à des variations structurelles qui transforment progressivement la stabilité d'un système. Cette lecture éclaire aussi la place d'Ibrahim Traoré dans l'équation analytique. Sa mention dans les documents ne renvoie pas à une action directe, mais à un point de sensibilité. Lorsque les deltas s'accumulent, certaines figures deviennent des repères, permettant de mesurer jusqu'où une pression extérieure peut tester les mécanismes internes sans provoquer de rupture visible. Le baseline, delta, n'apporte pas de conclusion définitive. Il fournit un langage commun pour relier chiffres, observations et procédures. C'est dans cet espace méthodologique où les variations mesurables rencontrent la vigilance institutionnelle que l'analyse peut progresser sans céder à la spéculation. Les chiffres ne racontent pas l'affaire. Ils en balisent les contours et expliquent pourquoi certaines pressions trouvent un point d'appui,
tandis que d'autres échouent à infléchir le fonctionnement global. Deux lectures sur techniques, cohérentes dans leur logique interne, structurent l'analyse des effets économiques et institutionnels observés. La première s'appuie sur une dépendance structurelle. Selon cette approche, des économies confrontées à des infrastructures limitées et à des contraintes logistiques durables ont historiquement besoin de partenariats extérieurs pour stabiliser leurs approvisionnements, sécuriser des équipements spécialisés et amortir les chocs. La baisse des aides conditionnées est alors lue comme un facteur de tension susceptible d'affecter la continuité des services, indépendamment de toute intention politique. Dans ce cadre, les anomalies détectées pourraient signaler un système fragilisé par la contraction de soutien externe essentiel. La seconde lecture privilégie l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle observe que la réduction des appuis extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources, notamment lorsque certains secteurs absorbent davantage de flux. La progression des revenus issus de l'or devient ici un indicateur de capacité d'ajustement. L'argument central est que des circuits internes plus efficaces peuvent compenser partiellement des retraits externes, renforçant la résilience opérationnelle. Les deltas observés ne sont plus interprétés comme des signes de vulnérabilité, mais comme des marqueurs d'adaptation graduelle. Ces deux thèses s'opposent dans leurs priorités, mais convergent sur un point factuel essentiel. Les mêmes données fondent leur raisonnement. Chacune sélectionne un enchaînement causal différent, sans contester les chiffres ni les observations disponibles. La tension analytique n'est donc moins d'un désaccord sur les faits que d'une hiérarchisation distincte des mécanismes à l'œuvre. La réponse la plus robuste consiste à ne pas trancher artificiellement. Les éléments disponibles indiquent que dépendance et autonomie peuvent coexister, s'influencer et parfois se neutraliser. Un système peut se réorganiser en interne tout en restant exposé à des pressions liées à la contraction de soutien extérieur. Dans cette zone d'intersection, la vigilance institutionnelle joue un rôle d'arbitrage méthodologique, en testant les hypothèses sans présumer des intentions. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré apparaît fonctionnelle plutôt que symbolique. Elle sert de repère analytique pour mesurer la sensibilité d'un dispositif lorsque plusieurs dynamiques, parfois contradictoires, agissent simultanément. Le Stillman ne vise pas à conclure, mais à clarifier. Comprendre pourquoi des lectures opposées peuvent être vraies en même temps permet d'éviter les raccourcis et de préparer l'analyse des effets concrets. Le véritable point d'inflexion n'est pas l'interpellation elle-même, mais le basculement méthodologique qu'elle déclenche. Jusqu'alors, l'analyse reposait principalement sur des comportements observés, déplacements, contacts, variations d'itinéraire. Après la saisie des supports, le centre de gravité se déplace vers l'exploitation documentaire. Ce changement transforme la nature même de l'enquête, car il permet de relier des faits jusque-là dispersés dans un cadre cohérent. Les correspondances, les flux et les listes de contacts ne livrent pas de preuves immédiates, mais ils élargissent le champ des hypothèses. Certains numéros renvoient à plusieurs pays voisins, d'autres à des structures européennes mentionnées dans les documents. Pris isolément, ces éléments restent ambigus. Assemblés, ils imposent une extension du périmètre de vérification. L'incident cesse alors d'être traité comme un épisode localisé pour devenir un point d'entrée vers une lecture régionale et transversale. Ce midpoint révèle surtout un changement de posture institutionnelle. La vigilance ne se limite plus à contenir un risque ponctuel. Elle vise désormais à comprendre un mécanisme potentiellement durable. Dans ce cadre élargi, la mention d'Ibrahim Traoré prend une valeur indicative. Elle souligne comment certaines figures servent de repère pour tester la cohérence d'un système, plutôt que de déclencher une action directe. À partir de ce palier, la question n'est plus de savoir ce qui s'est passé, mais jusqu'où les effets peuvent se propager lorsque l'analyse passe du visible au structurel. Les effets de la séquence révélée ne se limitent pas à l'interpellation ni à l'analyse documentaire. Ils se manifestent dans la manière dont plusieurs groupes absorbent, interprètent et ajustent leurs pratiques face à une vigilance institutionnelle renforcée.
Le passage d'un incident localisé à une lecture élargie impose une évaluation différenciée des conséquences, sans anticiper d'orientation politique. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère analytique permettant de comprendre pourquoi certaines pressions extérieures ciblent des figures associées à la cohérence du système. Pour les administrations publiques, l'impact principal réside dans la transformation des routines. Le suivi des flux, auparavant fondé sur des contrôles périodiques, devient continu. Les unités doivent renforcer la coordination méthodologique afin de comparer les données, d'aligner les seuils d'alerte et d'éviter les lectures divergentes. Cette réorganisation entraîne des délais temporaires dans certains traitements, car la priorité est donnée à la cohérence globale plutôt qu'à la rapidité. L'effet concret n'est pas une paralysie, mais un ajustement du tempo décisionnel, destiné à réduire les angles morts face à des pressions graduelles. Pour les entreprises et acteurs économiques, les conséquences apparaissent sous forme de coûts indirects et de prudence accrue. Les chaînes logistiques et informationnelles sont réévaluées afin d'identifier les dépendances critiques. Les vérifications supplémentaires, bien que non spectaculaires, allongent certains processus et augmentent les charges opérationnelles. Dans un environnement où les flux sont observés avec plus d'attention, les acteurs économiques adaptent leurs partenariats et privilégient la stabilité des circuits, anticipant la possibilité d'effets en cascade liés à une extension du périmètre de contrôle. Pour les populations dans leurs usages quotidiens, l'impact est plus diffus mais perceptible. Il se traduit d'abord par une modification de la perception de sécurité et par des ajustements mineurs dans l'accès à certains services. Les opérations de coordination renforcées, même lorsqu'elles restent discrètes, influencent les comportements. Adaptation et des mobilités, acceptation et de contrôle ponctuel, attention accrue portée aux variations de prix. Ces effets ne signalent pas une rupture, mais une adaptation progressive aux nouvelles priorités institutionnelles. Pour les régions concernées, les conséquences s'observent à travers l'exposition accrue aux ajustements procéduraux. Les infrastructures locales absorbent les effets des coordinations renforcées, qu'il s'agisse de surveillance, de communication ou de traitement des données. Les flux régionaux peuvent connaître des décalages temporaires lorsque certaines opérations exigent une validation plus étroite. Dans ce contexte, la capacité des centres décisionnels à stabiliser rapidement la situation devient un facteur clé pour éviter qu'une perturbation localisée ne se propage. Pris ensemble, ces effets montrent que les conséquences ne découlent pas d'un événement isolé, mais de l'articulation entre dérives détectées, pression extérieure et réponse institutionnelle. La mention d'Ibrahim Traoré dans les documents rappelle alors le rôle des figures de référence dans la structuration des tensions. Elles servent de point de mesure pour évaluer jusqu'où un système peut absorber des pressions sans rompre. Cette lecture concrète prépare l'analyse des scénarios à venir, en montrant comment un même incident reconfigure différemment les pratiques selon les acteurs impliqués. À partir des mécanismes déjà observés, 3 scénarios peuvent être structurés sans anticiper de trajectoire politique. Ils servent d'outils de préparation, fondés sur la stabilité des flux, la capacité de coordination institutionnelle et l'absorption progressive des pressions extérieures. L'objectif n'est pas de prédire, mais de clarifier les points sensibles à surveiller. Voici le scénario de base. Les paramètres actuels se prolongent. La vigilance renforcée devient la norme. Les procédures se consolident et la coordination méthodologique s'installe durablement. Les administrations poursuivent l'intégration des enseignements tirés de l'écart initial de 17%, en affinant la cartographie des points de friction et en stabilisant les seuils d'alerte. Les analyses comparatives alimentent des diagnostics continus. L'environnement extérieur reste variable mais relativement prévisible. Les ajustements internes, bien que coûteux en temps, permettent de maintenir la cohérence opérationnelle sans rupture majeure. Voici le scénario optimiste. Plusieurs facteurs convergent favorablement. Les capacités de détection gagnent en rapidité,
Les équipes harmonisent leurs méthodes et les anomalies résiduelles diminuent. Les retours d'expérience issus de l'exploitation documentaire accélèrent l'apprentissage organisationnel. Les entreprises et acteurs régionaux stabilisent leur chaîne logistique, réduisant indirectement les points d'entrée pour des pressions externes. Les redondances internes, ils se mettent en place plus vite, allégeant l'impact global. Dans ce cadre, la vigilance cesse d'être perçue comme un coût et devient un levier d'efficacité. Voici le scénario dégradé. Les contraintes s'intensifient, des fluctuations persistantes dans les flux et des pressions extérieures plus marquées ralentissent donc l'absorption des écarts. Les unités doivent multiplier les vérifications, ce qui augmente les coûts organisationnels et allonge les délais. Les régions impliquées ressentent davantage d'effets secondaires, liés à des coordinations plus lourdes. La continuité procédurale reste possible, mais sous tension méthodologique, avec un risque d'usure des dispositifs si les priorités ne sont pas régulièrement réajustées. Voici une recommandation de méthode. Lire ces scénarios comme des grilles de travail. Identifier les variables critiques, tester les seuils, renforcer la circulation de l'information. La question utile n'est pas « lequel se produira », mais « quels indicateurs permettront d'ajuster la réponse à temps ». Cette approche conditionnelle prépare la suite en reliant anticipation et apprentissage, sans assigner d'issue prédéterminée. Au-delà des cadres techniques, l'incident modifie la manière dont différents groupes perçoivent et absorbent les ajustements opérés. Cette lecture ne cherche pas à interpréter des intentions, mais à observer comment des transformations méthodologiques se traduisent dans des expériences concrètes. Elle permet de relier des mécanismes abstraits à des situations vécues, sans quitter le terrain des faits disponibles. Pour le groupe A, constitué des jeunes actifs et des débuts de parcours professionnel, l'enjeu principal réside dans la continuité d'accès à l'information et aux opportunités. Les ajustements institutionnels peuvent modifier la vitesse des décisions, la visibilité de certains processus ou les compétences attendues. Dans ce contexte, l'adaptation devient une ressource clé. Comprendre les nouvelles règles implicites, ajuster les routines et intégrer des formes de coordination plus structurées. L'impact n'est pas spectaculaire, mais il façonne progressivement les trajectoires individuelles. Pour le groupe B, qui regroupe les ménages et les communautés locales, les effets se mesurent à travers la stabilité du quotidien. Les variations dans les procédures internes influencent l'accès aux services, la perception de sécurité et parfois les prix. Même lorsque les changements restent discrets, ils modifient les comportements. Anticipation de contrôle, ajustement de mobilité, attention accrue portée aux signaux économiques. La résilience des circuits locaux devient alors un indicateur central de continuité. Pour le groupe C, composé des acteurs externes, de la diaspora et des structures mobiles, l'enjeu se situe dans la fluidité des échanges. Les perturbations structurelles, même limitées, affectent la circulation de l'information et la planification logistique. Les ajustements temporaires exigent une lecture plus fine des contextes et une capacité à recalibrer rapidement les interactions transfrontalières. En réunissant ces perspectives, un constat s'impose. Un même incident produit des effets différenciés selon la position de chacun dans le système. Comprendre ces écarts aide le spectateur à situer sa propre exposition et à identifier les leviers d'adaptation pertinents, sans céder à une lecture simplificatrice. Lorsque des dérives structurelles et des pressions extérieures se superposent, la réponse la plus robuste repose sur une feuille de route méthodique, fondée sur les éléments disponibles plutôt que sur des intentions supposées. Les documents évoquent plusieurs axes qui peuvent être traduits en étapes opérationnelles mesurables, sans rupture procédurale. Dans ce cadre, la résistance institutionnelle associée à Ibrahim Traoré sert de repère analytique pour comprendre la nécessité d'un dispositif cohérent et reproductible. D'abord, une première étape. Consolidation de la surveillance. Les unités intègrent les flux existants dans un cadre commun, définissent des seuils d'alerte partagés et structurent le traitement des signaux faibles. La performance
se mesure par la réduction du temps de détection et la stabilité des données comparées dans la durée. Ensuite, une deuxième étape. Optimisation des ressources essentielles. Les équipes logistiques cartographient les capacités internes, identifient les dépendances critiques et établissent des protocoles de continuité. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle des stocks, la redondance opérationnelle et la capacité à absorber des variations sans rupture visible. Puis, une troisième étape. Renforcement de la communication interne. Les organisations harmonisent les messages, standardisent les procédures et déploient des modules de sensibilisation. L'objectif est de réduire les erreurs interprétatives. Le suivi s'effectue à partir du taux de participation et de la cohérence des retours entre unités. Après cela, une quatrième étape. Coopération technique ciblée. Les structures concernées mutualisent certaines ressources, planifient des exercices conjoints et vérifient la compatibilité des protocoles. La réussite se mesure par la fluidité des échanges et la réduction des frictions interinstitutionnelles. Enfin, une cinquième étape. Évaluation périodique. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de référence initiales. Cette boucle d'amélioration continue permet d'ajuster les priorités sans attendre un nouvel incident. Cette feuille de route n'apporte pas de garantie absolue. Elle fournit un cadre pour transformer une expérience ponctuelle en apprentissage durable, en reliant observation, mesure et correction dans une continuité maîtrisée.